Bonsoir à tous, bonsoir Catherine Éveillard. C'est donc notre sixième émission de Explore ton centre, avec un succès qui est un peu au-delà de nos espérances. Donc on a décidé de continuer. Et donc nous voilà déjà à la sixième émission. Euh, Aujourd'hui, nous recevons Catherine Éveillard qui habite en France, mais qui a l'intéressante particularité d'avoir habité le Québec et d'avoir été membre de Shambhala Montréal, où elle a exercé les diverses activités, dont celle de pratiquer études, si mes souvenirs sont bons. À peu près. Voilà, je te laisse. Voilà. Bah, écoute, je vais te laisser te présenter, puis présenter ton curriculum à la fois personnel et aussi par rapport à Shambhala Montréal, puisque c'est le sujet. Alors je fais une petite parenthèse déjà pour rappeler aux gens qui nous regardent que cette émission, c'est juste quelque chose de très familial, où on reçoit chaque premier dimanche du mois une personne qui fait partie du centre Shambhala Montréal ou qui a des liens avec, pour se raconter et raconter l'histoire de notre centre à travers son histoire personnelle. Voilà. Catherine, tu as la parole. Merci Jean-Luc. Je ne suis pas par hasard à Montréal déjà quand même. J'étais invitée par le centre ici à venir enseigner une sorte de niveau expérimental dont je vous parlerai peut-être plus tard. Et j'ai accepté avec, oui, avec gratitude de parler aussi de mon histoire avec Shambhala, puisque ça a commencé à Montréal, tout à fait. Et c'est comme les histoires des pays d'en haut, donc ça me tente ce soir de raconter des histoires. Et ça remonte à 85, 1985. Ça fait longtemps, hein. Maintenant, je fais du calcul pour me dire, waouh, ça fait longtemps. Euh, j'ai vécu à Montréal à partir de 74, donc 85, ça faisait déjà plus de 10 ans. Et dans ma jeunesse échevelée, militante, féministe, amoureuse, tout azimut, je commençais à m'ennuyer un peu, voir que tout ça, ça prenait pas toute la place finalement. Il y avait un grand vide. Et donc, j'ai souhaité changer d'air et par des circonstances un peu du hasard, mais pas vraiment. J'avais un ami qui travaillait dans le Grand Nord. Je ne m'étais jamais posé la question qu'est-ce qu'il y avait dans le Grand Nord, sauf les accords de la baie James, mais après ça, je ne savais rien. Et je me suis dit, tiens, ça me ferait du bien de sortir d'ici. Et donc j'ai appliqué et j'ai obtenu un poste dans le Grand Nord, à Ivuivik, qui est à peu près le plus au nord du village du Nunavut, là-haut. Et j'étais surveillante de chantier pour les habitations de la Société d'habitation du Québec. Donc je suis partie là-haut, vraiment, en ne sachant que gérer les dessins d'architectes, les plans, les devis de travaux des bâtiments, mais je ne savais rien de la culture des Inuits, du Grand Nord. Enfin, donc je suis arrivée là-bas, ça a été un choc culturel total. Et en même temps, en fait, c'est vraiment ce que je voulais, en fait. J'ai été habitée par l'espace, là, et je me suis rendu compte que c'est ça que je cherchais, en fait. Mais c'était presque un hasard. Et j'avais beaucoup de temps à moi, il n'y avait rien à faire à part le travail, mais c'était assez lent. Tout était lent en fait, hein. Personne ne travaillait à la vitesse qu'on travaille ici. En plus, il n'y avait pas d'ordinateur encore, donc on envoyait des fax. Donc le temps que le fax arrive, qu'on en reçoive un autre et tout, il se passait 3 jours. Bon. Et j'ai eu beaucoup de temps à moi, euh, ce que j'aimais, et me confronter à cet espace où personne ne me connaissait, bien sûr. Moi-même, je ne connaissais personne. Alors, je cherchais à créer des relations, mais en fait, j'ai eu tout un temps
où créer une relation avec moi-même devenait vraiment une question, quelle relation j'ai avec moi-même? Et me rendre compte que ben, pas grand-chose finalement. On est tout le temps en train de faire autre chose, surtout dans notre jeunesse, d'essayer de rencontrer du monde, d'avoir des confirmations tout le temps du monde extérieur. Donc tout ça cheminait et en plus je lisais Alexandra David-Néel. Donc c'est quand même un modèle un peu ancien, mais ça faisait son chemin. Et puis, j'ai rencontré, il y avait des jeunes géologues qui travaillaient là-haut, donc je les ai rencontrés, on a fait des choses ensemble. Et puis, il est arrivé un accident grave, puisqu'ils avaient un hélicoptère, l'hélicoptère a pris feu. Et là, c'était très compliqué d'aller les secourir parce que c'était très loin, il n'y a pas de route, rien du tout. Et donc, l'un d'entre eux, que j'aimais bien, est mort dans l'hélicoptère qu'il conduisait à Montréal de grandes brûlures. C'est la première fois que je voyais quelqu'un qui n'avait plus d'oreilles, plus de nez, tout était noir, et qui m'a dit bonjour avant de partir. C'était vraiment... et je remonte toujours à ça parce que ça m'a vraiment saisie et je me suis dit, bon là, il faut faire quelque chose, quoi. Là, la vie, c'est sérieux, quoi. Il est mort alors que la veille, on parlait et puis on était dans cet espace immense où un rien peut nous faire disparaître du jour au lendemain. Et il y avait une autre fille avec lui qui a survécu, donc je suis allée la voir à Montréal quand je suis redescendue dans le sud. Et c'était une fille qui avait une santé. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais pour être aussi sereine dans des circonstances comme ça? Elle m'a dit, je fais de la méditation. Alors, j'ai dit, bon, c'est ça qu'il faut faire. Et donc j'ai cherché à Montréal à cette époque-là, qu'est-ce qu'il y avait. Je suis allée chez la méditation transcendantale, ça m'a pas du tout intéressée. Et il y a un ami, Laurence Ramsey, qui m'a dit ah, mais tu devrais aller chez les Tibétains, au Dharmadhatu. Ils sont chouettes, c'est sympa, ils ont le sens de l'humour, on boit un coup. J'ai dit bon, ok, d'accord, c'est pas mal comme programme. Et c'est comme ça que j'ai mis les pieds au Dharmadhatu. Donc ça ne s'appelait pas Shambhala, c'était sur l'avenue du Parc. Et je n'en suis jamais sortie. C'était en 85 ou 86. Et j'ai eu une instruction de méditation, j'ai pratiqué, j'étais vraiment prête pour ça. Et j'ai fait niveau 1, j'ai trouvé ça formidable. J'ai amené une bouteille de champagne pour célébrer ça. Et après, je me suis dit, bon, bah, maintenant, je réalise quelque chose que je rêvais de faire depuis très longtemps. Je vais faire le tour du monde, puis je vais découvrir tout cet espace en moi, en fait, en me confrontant au monde. Et voilà, je suis partie en 87. Et puis, je m'intéressais toujours, si je rencontrais des choses bouddhistes en chemin, Nouvelle-Zélande, Australie, tout ça, je sentais que je suivais un fil sans vraiment le suivre. Puis, je suis allée aussi à Bali, découvrir aussi d'autres manières de vivre et d'être au monde. Et je me suis retrouvée au Ladakh, bon, après d'autres péripéties. Et j'ai eu la chance de découvrir une partie du bouddhisme tibétain qui était pas particulièrement, qui était plutôt en représentation qu'en transmission, mais ça m'a quand même beaucoup marqué. Et là, enfin, tout le long, je réfléchissais à ce que j'avais reçu à Shambhala, et je me suis dit, si je retourne à Montréal, c'est là que je vais apprendre quelque chose. C'était intéressant, parce que beaucoup de gens voyagent en espérant recevoir quelque chose en voyageant. Bon, on reçoit des choses, mais j'ai aussi réalisé que j'avais déjà reçu quelque chose de vraiment profond et important. Et donc, quand je suis revenue à Montréal en 89, je voulais tout faire. Je voulais tout faire à Shambhala. Et bon, heureusement qu'il y avait il
il y avait des délais entre les niveaux et que je devais aussi intégrer toute cette nouveauté d'une certaine façon dans ma vie. Mais j'ai effectivement parcouru le chemin très vite et à l'époque, c'était de toute façon pas, enfin, c'était pas rare que les gens embarquent et puis et donc j'ai fait une retraite à Carmichael, je ne sais pas, peut-être en 90 ou 91. euh, et j'ai donc entamé une relation avec un des instructeurs de méditation de Carmichael, qui est devenu plus tard mon mari. Et moi, je suis partie au séminaire. J'ai fait l'Assemblée des guerriers en 91, le séminaire en 92, le Nundro en 2 ans. Et puis après, ben, bon, c'est pas grave. J'étais totalement. euh, oui, je regarde ça maintenant et c'était une période exceptionnelle dans le fond. Le Vidyadhara était mort juste au moment où je suis rentrée, mais il y avait une sorte d'énergie euh, de transmission qui était intense. Et même si je l'ai jamais rencontré, j'ai hérité de ça en fait, hein. C'était très puissant, tout le monde était habité. Et donc, néanmoins, j'ai fait le premier séminaire avec le Sakyong. On était, je ne sais pas, plus de 300. On était beaucoup. Et tout ça, c'était encore toute cette énergie. Et donc avant, oui, j'ai aussi participé à Shambhala Montréal dès mon retour, puisque j'étais très impliquée et que c'était l'époque de Robert Krupnik, hein, et qui était un type formidable. Et on a déménagé sur la rue Saint-Laurent. Donc, comme je suis architecte, j'avais eu la chance de penser, imaginer un centre grand, magnifique, plein de lumière, etc. Où étaient les portes rouges qui sont là? J'en Ouais. reviens pas qu'elles aient survécu à Elle toutes ces filme les années. centres. Et on a eu, ça a duré très peu de temps puisqu'on a perdu le centre au bout de 3 ans pour une question de Oui. non-renouvellement de bail, mais on a eu 3 ans très très porteurs en fait. Et bon, voilà, c'est ça aussi. Il y a eu beaucoup d'aléas dans toute cette histoire, mais moi j'ai vécu ce moment-là. Le Sakyong est venu 2 fois. Euh, Ça m'a appris beaucoup. J'ai appris tellement de choses dans cette époque extrêmement dense. Et puis, entre-temps, donc, je me suis mariée avec Herbert Elsky, un Américain étudiant de Chogyam Trungpa, qui avait été aussi le fondateur du centre Shambhala de Los Angeles. Et il n'avait pas trop envie de vivre à Montréal. Un Californien à Montréal, c'était pas son idée. Donc, on a reçu, enfin, j'ai reçu une demande de David Brown et du Sakyong si je voulais bien m'occuper du centre, en fait, de Dechen qui n'était pas encore Dechen mais de la propriété que les Européens venaient d'acheter en France, parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui parle français pour commencer, mais bon, j'étais architecte. Et voilà, ma vie a complètement, dans ces années-là, changé très vite. Je me suis retrouvée en France et juste pour la petite histoire, ben, c'est quand même Shambhala. Donc j'arrive à côté de Limoges, dans le château où tout était à reprendre pour obtenir un permis d'occupation comme établissement qui reçoit du public. Là, c'était un vieux château qui n'avait pas été rénové depuis 100 ans. Donc il y avait du travail, sauf qu'il n'y avait rien pour m'embaucher, puisqu'il n'y avait aucune structure n'avait été prévue encore. Ils avaient simplement signé l'achat de la propriété, mais à travers une organisation allemande. Et en France, il n'y avait rien du tout. Donc une des premières choses que j'ai dû faire, c'est de créer une association une structure juridique pour pouvoir opérer ce château, pour être employé
Et en même temps, je suis tombée enceinte et j'ai eu un enfant. Donc, C'est la créativité au maximum, ah, là. c'était vraiment la fontaine de grâce. Quoi qu'en même temps, j'étais tendue aussi parce que du coup, je me suis dit, mais là, ils m'ont embauchée pour travailler, je vais être enceinte. Alors ça, c'est vraiment le syndrome féminin de dire, ben, on va pas penser que je suis capable de faire les deux, en fait. J'ai fait. J'ai fait et j'ai donc participé à toutes ces premières années de Decentraling qui étaient forcément exaltantes d'une certaine manière. Donc, les gens étaient heureux d'avoir un centre en Europe, tout le monde se rencontrait et c'est tout un monde qui s'est créé de pratiquants un peu de mon âge aussi, avec des jeunes enfants. Donc on avait les camps familiaux, on se retrouvait chaque année, il y avait beaucoup de monde. Et puis le Sakyong venait chaque année, etc. Donc le truc, ça roulait. Et moi aussi, au bout d'un certain temps, je me suis dit que c'était important que je m'inscrive aussi dans la société civile. Et finalement, j'ai dû servir pendant 6 ans à Decentraling et c'est assez. J'ai eu la sagesse de me dire, bon, maintenant je vais essayer de bâtir ma propre vie professionnelle. Donc je me suis mis à mon compte. Herb était artiste, il était déjà à son compte. Et néanmoins, j'ai évidemment participé à toute la croissance et le devenir de Decentraling pendant presque 25 ans. Voilà. Et Parce qu'il y a toute une communauté qui s'est installée autour aussi. bah, toute Il y une avait le château, et puis il y communauté, avait des gens qui ont habité autour. c'était pas aussi fort qu'à Carmichaeling ou autre parce que on n'était pas là. Enfin, c'était récent, donc. Après, c'est une région de France qui est assez isolée, donc il n'y a pas des possibilités de travail ou de développement. En général, les gens s'en vont. Donc, c'est plutôt des gens qui étaient retraités ou avaient des capacités de simplement acheter une maison et d'être présents. Donc, on n'est pas une si grosse communauté à habiter autour, mais en même temps, oui, il y avait peut-être une vingtaine de personnes ou une douzaine de foyers et c'était un groupe de personnes très dédiées, très... bon, je regarde maintenant, je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir tout qui m'est un peu arrivé comme ça. Et puis j'ai commencé à enseigner à la fin des années 90. La sangha française, à cause de Decentraling, a commencé à se développer aussi. Parce que ça donnait du coup une visibilité. Avant, il y avait Paris, Marseille, et après, comme les enseignements sont en anglais, enfin, comme tout ça était pas vraiment fait pour la francophonie, il n'y avait pas une grosse visibilité en France. Donc le fait d'avoir un centre, ça a amené beaucoup de Français et ça a amené une période de développement pour la sangha française. On avait un groupe qui s'appelait Shambhala France de coordination. Donc pendant plusieurs années, on a réussi à créer des programmes ensemble, à avoir une certaine synergie, je dirais. Euh, et puis, bon, comme vous le savez aussi, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de personnes pour maintenir tout ça. Et comme autre chose dans la Sangha, il y a eu une période où peut-être à partir de 2016-2017 où on sentait qu'il y avait un essoufflement. Et puis après, on a eu aussi les problèmes qu'on a rencontrés en 2018 dans la Sangha. Et ça a été très difficile pour Decentraling, évidemment, comme tous les centres de pratique. Donc, je traverse ça, oui, depuis 5 ans maintenant. Hein, et je me suis impliquée d'abord au niveau de Shambhala Global parce que j'avais aussi envie de profiter de cette situation pour mieux connaître
d'autres personnes, en particulier en Amérique du Nord. Je suis presque pas revenue à Montréal pendant toutes ces années. J'étais beaucoup trop occupée. J'avais mes parents aussi, donc je n'avais pas vraiment le désir ou même le temps de revenir à Montréal. Et donc j'ai fait aussi le ULab, tous les outils en fait qui étaient un peu proposés pour renouveler notre façon d'être ensemble, notre capacité comment dire, de s'ouvrir au monde. Donc j'ai rencontré par là aussi, c'était en Zoom bien sûr, c'est les années Covid 2020-2021, mais j'ai rencontré beaucoup de monde. Et puis en 2022, on a commencé à se préoccuper de la gestion de detentioning en temps de crise. Et il y a eu à detentioning, on peut dire, une certaine rupture entre les étudiants du Sakyong qui ont décidé de ne plus soutenir detentioning et ceux qui sont restés. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc c'était 2022-2023, j'étais très impliquée et c'était vraiment difficile, je dois dire. De... C'est pas une expérience que j'avais vécue, de reprendre quelque chose qui est en difficulté financière, en manque de personnel, en manque d'entretien, en manque de visibilité, etc. Donc ça a été une année difficile pour moi, mais aussi, je dirais, une part qui m'a appris aussi, là, de façon peut-être un peu brutale, mais à lâcher prise, de vouloir avoir mes mains dans tout. J'ai dit, bon, ok, il faut laisser tomber des choses, il faut accepter que d'autres prennent la relève et puis que je n'ai pas nécessairement besoin de m'en mêler, on va dire comme ça. Et j'ai donc fini l'année 2023 un peu en désarroi, oui, vraiment, franchement, en sachant pas vraiment comment on va se relever de tout ça. Et en même temps, ça m'a fait du bien de se lâcher prise, effectivement, à un moment donné, il y a des choses qu'il faut simplement laisser être et soi-même faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a ou ce qu'on est capable de faire. Donc j'ai été invitée pour la deuxième année consécutive à enseigner à Québec au groupe de Québec et à revenir ici au centre de Montréal. Et je vous remercie beaucoup parce que ça a vraiment été des moments de ressourcement pour moi, même si ça demande de l'énergie. Ça me permet aussi d'expérimenter une façon de transmettre les enseignements. C'est toujours les mêmes enseignements, mais différemment, peut-être de façon plus conviviale, enfin dans une configuration que j'estime plus appropriée à la période dans laquelle on est. Donc aujourd'hui, je peux parler de ça parce qu'aujourd'hui, on vient de terminer un week-end qui était une idée que j'avais eue en fait et auquel je pense depuis longtemps, c'est comment faire pour que notre curriculum, qui est quand même un peu ancien, je vais dire, ça lui enlève pas sa valeur, mais est très scolaire en fait. Il est divisé en niveaux, donc ça sépare aussi beaucoup les gens dans la Sangha, parce que s'il faut être à un niveau, ben, on ne peut pas participer à un autre niveau, donc on connaît que les gens de son niveau, et ça fait quand on faisait beaucoup de niveaux et qu'il y avait plusieurs lignes qui fonctionnaient en parallèle, il y avait quand même beaucoup de mouvements. Mais là, on voit bien, je vois en France par exemple, ça fait 2, 3 ans qu'on n'arrive pas à remonter ne serait-ce que le premier cycle.
parce que il faudrait faire pour toute la France et encore. Donc, on a essayé de faire des niveaux 1 et parfois on y arrive. Récemment, j'ai fait un niveau 1, il y avait une douzaine de personnes. On devait faire le niveau 2 en Zoom, mais là, il y a un groupe qui s'est dédié, qui s'est retiré, et puis bon, on n'a pas pu faire le niveau 2. Et donc, on n'arrive plus à avancer avec ce système-là. Et ça me soucie, ça me fait de la peine aussi. Donc, je pense il y a d'autres façons, on doit explorer d'autres façons d'offrir ce qu'on a à offrir, hein. Euh, oui, ben, j'aimerais bien que tu nous développes ça parce que l'idée qui a présidé à lancer ces émissions, justement, c'est de voir quelle est l'énergie des enseignements, c'est-à-dire que comment on peut sauvegarder la continuité des événements sans être esclave de la forme. Et là, on est en plein dedans à travers à travers ce que tu dis. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment tu vois justement ce passage au changement de forme ou ce passage vers une non-forme, ou je ne sais pas comment exprimer ça, mais le retour à l'énergie centrale des enseignements pour retrouver une connexion avec une sangha qui, heureusement à Montréal, ne s'est pas trop dispersée, un peu quand même, mais pas trop, par rapport aux autres centres, mais à Deschencholing beaucoup. D'ailleurs, j'étais à Deschencholing en 2018 dans un programme avec toi quand la nouvelle de ce que j'appelle le Sakyong Gate est tombée, et je me souviens de l'espèce de sidération qui s'est produite à ce moment-là. Et là, on essaye de repartir des enseignements. Et l'expérience qu'on a vécue ce week-end avec toi euh, m'a vraiment ouvert une fenêtre, peut-être pas encore une porte, mais au moins une fenêtre, sur peut-être il y a quelque chose à faire justement au-delà des structures, en se recentrant sur l'essence de la sangha et l'essence des enseignements, on a parlé des structures en cercle, on a parlé etc., de différentes façons différentes que la façon fichier Excel de dire bon, quand on fait le niveau 1, puis on peut pas faire le niveau 2 si on n'a pas fait ceci, puis on peut. Euh, où finalement les enseignements, même au Tibet, t'es pas présenté comme ça. Ça, je sais pas. Moi, j'ai commencé au Tibet, j'ai pris refuge au Sikkim, donc j'ai vu les petits moines dans la cour qui étudiaient, etc. Puis il y avait les palabres avec les lamas qui étaient au milieu, ils discutaient en cercle, un peu à la Socrate, là, ils se renvoyaient des phrases de philosophie de l'un à l'autre. Je ne comprenais pas le tibétain, mais on voyait comment ça fonctionnait. Et on sentait que bon, il y avait pas de scolarité dans la façon de travailler. Enfin, je ne sais pas comment tu vois ça, parce que les idées que nous a évoquées tout à l'heure vont un petit peu dans ce sens-là. C'est pour ça que je voulais avoir un petit peu plus de ton sentiment là-dessus. J'ai pas vraiment de système à proposer, alors ça, soyons clairs là-dessus. J'ai simplement envie d'encourager des expériences, en fait. Je pense que bon, Gisèle Laberge, qui était ici, elle en fait à sa manière. Euh, voilà, on a moins d'enseignants. Il faut aussi renouveler notre capacité d'enseigner. Donc, il faut aussi, enfin, je dirais, être à l'écoute de ce que de nouveaux enseignants peuvent proposer. Et dans l'expérience qu'on a fait, donc rapidement pour les gens qui nous écoutent, j'avais proposé de prendre le sujet des dralas parce que de mon point de vue, c'est d'abord un sujet qui est largement décrit par Jogam Trungpa dans son livre La voie sacrée du guerrier, enfin donc dans les causeries qu'il a données au début de ses enseignements sur Shambhala, et que en fait le point qui est déterminant, c'est que Shambhala c'est pas seulement découvrir la méditation, donc on n'est pas simplement là pour faire découvrir la méditation, mais aussi
que cette capacité de méditer nous ouvre un monde inespéré, enfin, qui est à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Donc cette idée de découvrir la magie et invoquer les dralas, tout ça c'est très très lié. Et c'est quelque chose qu'on peut amener beaucoup plus tôt dans notre présentation en fait de ce qu'on a à offrir. Et voilà, donc c'était mon idée de départ, que les gens méritent ça. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'il se passe énormément de choses dans la société autour de nous, même si en apparence ça ne va pas très bien, mais l'intelligence des gens est très aiguisée, surtout dans les sociétés avancées comme la nôtre. Les gens lisent, réfléchissent et ils sont ouverts à... Il y a une grande ouverture à des choses nouvelles. Donc, j'avais cité aussi un philosophe sociologue allemand qui travaille sur la résonance comme une possibilité d'une nouvelle relation au monde. Et je me disais, ben alors si ça, c'est pas les draps là, donc pour me dire, mais c'est un sujet totalement d'actualité. Donc comment le rendre d'actualité? Si je devais en parler dans une assemblée qui ne soit pas une assemblée Shambhala, qu'est-ce que j'aurais à dire? Alors c'est vrai que là, après, ça devient compliqué et ça fait faire des écarts parce que en même temps, c'est une assemblée Shambhala, donc je dois faire le lien avec ce que les gens savent déjà de Shambhala. Mais ultimement, c'est de l'entraînement finalement à se mettre complètement à l'aise avec ce qu'on a reçu de Shambhala. C'est complètement d'actualité. Et donc de quitter le jargon et de pouvoir être vraiment dans cette liberté dans laquelle Trungpa était, tout en ayant en même temps une idée extrêmement précise de où il voulait nous emmener. Donc effectivement, il faut ne pas perdre de vue l'objectif d'une certaine façon, c'est d'amener les gens aussi à une compréhension globale en fait de leur propre sagesse, de la source de la sagesse, de leur propre sagesse, donc, mais sans nécessairement utiliser les mêmes modèles de cours ou même de week-end. Donc, enfin, donc là, c'est une question d'être très ouvert. Je n'ai pas de modèle. Là, donc, ce qu'on a fait, on a fait une journée, une causerie publique sur les dralas, une journée avec les gens qui étaient plus dans le cycle de... ça s'appelle comment? The Heart of Warriorship. La voie sacrée. Non, la première. La voie du guerrier. Le cœur du guerrier, oui. La voie du guerrier, donc dans le premier cycle. Et en fait, c'était bien parce qu'il y a plein de gens qui se sont mélangés, tous les niveaux. Il y a des gens qui n'étaient pas venus depuis très longtemps. Et tout le monde avait un minimum de base Shambhala, c'est ce qu'on avait demandé, avoir fait au moins un niveau. Mais si on a fait au moins un niveau dans Shambhala, on a déjà entendu beaucoup de choses. Donc après, ça peut s'enrichir de toutes sortes de manières. Et puis le deuxième jour, c'était pour les personnes qui sont dans la partie, la voie sacrée, la deuxième partie des enseignements Shambhala. Et donc c'était plus spécifique à certaines pratiques qu'on fait et qu'on a expérimentées. Mais là aussi, il y avait des gens de plusieurs niveaux, des personnes qui sont revenues qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps, des personnes que je connais, que je ne connaissais pas même. Donc, je crois que ça a été très apprécié. Et puis, je demande beaucoup maintenant de s'asseoir en cercle, parce que enfin, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était des pratiques importantes pour eux, et aussi il y a plein de gens qui écrivent sur le cercle. Donc c'est pas que j'ai envie d'écrire sur les vertus du cercle, je pense que c'est juste de l'essayer. Et après, je ne suis pas non plus
c'est pas une croisade qu'on doit toujours être assis en cercle. On peut aussi par moments pratiquer et être Oui, c'est un outil, en en rang. fait. Mais quand on échange, quand on essaye d'exposer un sujet où tout le monde est en recherche, le fait de se voir, de se répondre, même si parfois c'est juste dans le silence, euh, pour moi c'est aussi une façon d'aller du je vers le nous. Et donc ça, c'est aussi très important parce qu'on peut parler pendant très très longtemps de comment sortir de je, de moi d'abord, mais c'est aussi en réalisant en fait que tout le monde est dans ce travail-là que le nous prend du sens. Mais il faut que ce soit aussi une perception physique, réelle, un ressenti qu'on partage. Donc toutes ces pratiques où on implique le corps, donc marcher ensemble. Il y a beaucoup de pratiques, là je n'ai pas beaucoup fait sur 2 jours parce que j'avais pas le temps, mais euh, impliquer notre kinesthésie, là, enfin, c'est très à la mode, mais ceci dit, ça laisse des traces, les gens se rappellent mieux de choses qu'ils ont entendues si c'est lié à une certaine posture, une certaine attitude ou une relation physique avec l'environnement et avec les autres. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous Ouais, diriez il y a les questions aussi d'habitude et de tradition locale, sans parler de tradition culturelle, de tradition locale, puisqu'on a parlé aujourd'hui justement des cercles, et puis Montréal, Shambhala Montréal pratique beaucoup les cercles, on avait commencé par la méditation sociale, et puis après on a eu des cercles à propos de justement comment fonctionne notre centre, comment les gens se sentaient dans le centre, etc. Ce qui nous a permis de ne pas éclater comme Sangha, sans dire qu'on a réglé tous les problèmes. C'est pas ça que j'ai dit, surtout pas. Et puis il y a le cercle des enseignants, puis il y a un cercle de réflexion qui soutient le conseil pour un peu comme un laboratoire d'idées. Puis donc il y a cette tradition du cercle qu'on a ici à Montréal et qui nous aide beaucoup. Moi, c'est sûr qu'il ne faut pas faire que ça, parce que c'est une certaine dynamique, faut avoir plusieurs dynamiques. Mais c'est intéressant parce que ça crée. Le cercle permet d'avoir cette énergie qui tourne là. Et je ne sais pas si d'autres centres que tu as fréquentés ont eu d'autres expériences, parce qu'il n'y a pas que le cercle dans la vie, bien sûr. Donc, est-ce que tu as connu d'autres expériences, notamment à Deschênes-Chemin, puisque c'est ce que tu connais bien, ou voire même à Montréal quand tu y étais, puisque moi, à cette époque-là, j'étais en France. Ouais, non, dans les années 90, 80, 90, on enseignait tous comme Shogun Trungpa. Donc, on s'assoyait dans le fauteuil comme lui. Il y avait une sorte d'imitation du maître qui a régné pendant très longtemps. Et puis, bon, c'était pas non plus dans la culture du moment, en fait. Déjà, c'était une rupture avec le monde tibétain et la façon d'enseigner dans le monde tibétain. Hein. Trungpa a introduit une rupture énorme en s'assoyant dans un fauteuil et en parlant aux gens pratiquement au même niveau. Euh, mais bon, voilà, après, on est dans une autre époque, c'est tout. Et on a un besoin certainement de communiquer de façon plus profonde les uns avec les autres, enfin, de se voir les uns dans les autres. Et non plus juste dans la relation au maître. Il y a ça aussi, il y a les deux sont possibles, mais les deux apparaissent comme nécessaires. Et il y a aussi, donc en dehors de la structure spatiale, il y a aussi la structure des enseignements que tu as évoquée. Euh, Moi, j'ai commencé dans les années 80, enfin en 1980, et donc j'étais chez Kagyu à Dakpo Kagyu Ling, et
il n'y avait pas ces structures en niveau, il n'y avait pas bon, il y avait des prérequis, mais qui n'étaient pas aussi en liste comme ça. Et avec, mais en même temps, ce que j'ai trouvé à Shambhala, c'est que c'était plus facile de s'y retrouver justement parce qu'il y avait ces listes. Alors, je sais pas entre les deux systèmes, donc manifestement il n'y en a pas un qui est bon, un qui est mauvais, mais ils ont chacun leurs limites. Est-ce que tu as évoqué le sujet plusieurs fois, toi, ton idée à toi personnelle, sans dire que ce soit la vérité, mais ton idée à toi personnelle sur simplement la façon d'enseigner. Pour maintenant, je ne parle pas de ce qui était avant, qui était bien ou pas bien, c'est dans l'état du monde actuel, quelle serait la façon d'enseigner qui serait la moins mal adaptée, si j'ose dire. Je Allez-y pense, avec des grosses pincettes. ouais, non, je crois que c'est pas une bonne façon de formuler la question. Oui, bah alors Je vois reformule-la que parce par que... exemple, on prend d'autres sanghas maintenant qui sont florissantes comme celle de Mingyur. En fait, ils ont adapté le curriculum de Shambhala. Bon, c'est peut-être beaucoup de dire ça, mais c'est aussi un curriculum très organisé avec des niveaux, donc c'est évidemment une solution de facilité quand on veut gérer beaucoup de monde. Il faut pouvoir savoir où ils en sont. Donc je reconnais que ça a une efficacité certaine. Le Sakyong lui-même aussi, il y a des niveaux, il y a des cohortes, il y a des groupes, enfin bon voilà, il a aussi reproduit une certaine ordonnancement. Et bon, pour qui on est Shambhala maintenant, donc séparé du Sakyong, d'une certaine façon, on a une autre vocation, c'est la réflexion là-dessus. Quelle est notre vocation aujourd'hui? Et ça, c'est un point de vue personnel et je suis prête à ne pas y tenir mordicus. J'y tiens pas mordicus, mais je pense que c'est important qu'on le fasse. Et en fait, jusqu'à maintenant, on a été très frileux parce qu'on est habitué à ne pas remettre en question ou à rediscuter de certaines choses qu'on a héritées. Mais est-ce que notre rôle, et ce pourquoi Chogyam Trungpa a fondé Shambhala, c'est aussi pour un public très vaste qui ne voulait pas devenir bouddhiste. Enfin, ça ne l'intéressait pas de parler simplement dans le cadre bouddhiste. Et il a dit à plusieurs reprises débouddhéiser le bouddhisme, d'offrir une voie qui soit aussi profonde, mais qui soit à même de parler à plein de gens. Et qui, même s'ils ont une autre religion, soient dans une autre quête spirituelle, etc. Donc, en fait, je pense que c'est aux enseignants aussi de se former à parler à des publics différents, avec une plus grande agilité, en fait. Et là, je sais que c'est du travail, mais je pense que il faut les deux, en fait. Il faut un niveau d'enseignement assez basique, comme tu dis, avec des niveaux, et en même temps, des enseignants qui sont capables de faire des ponts, qui sont capables de mélanger des choses, de parler à des publics plus diversifiés, peut-être aussi qui travaillent ensemble. Je pense que moi j'ai fait cette expérience à l'Assemblée des guerriers. Bon, normalement on était deux, un homme et une femme ensemble, et encore c'était très formaté. Il y a un rôle pour la personne principale et un rôle pour la personne secondaire. Mais disons que c'était déjà un changement de n'avoir juste une personne. Et nous, on l'a fait à 4. Et c'était avec une raison, c'était que on voulait briser ce moule en fait de l'enseignant. Et que ce soit un concert de voix de gens différents. En plus, c'est en Europe, donc on fait venir un Américain, ben non. Et nous, les Européens, les enseignants européens, on a aussi besoin de grandir, de se mélanger avec des enseignants américains, mais aussi d'avoir notre place. Donc on avait décidé de faire ça, une américaine, moi française, un espagnol, un italien.
Et bon, évidemment, on parlait tous anglais, ça c'est c'est un peu C'est incontournable. incontournable. Mais je pense que le message était là aussi. Parce que chacun avait une personnalité, mais aussi une culture, une manière d'exprimer les choses, l'accent qui, qui ouvrait en fait la perspective. C'est pas juste nord-américain. Et c'était vraiment super. Et ça nous donnait aussi à nous, comme enseignants, la possibilité d'échanger, d'aller beaucoup plus loin que de se retrouver seul par rapport à un groupe. Alors, ou bien on a le curriculum qui est écrit comme on l'a actuellement dans Shambhala, et puis chacun l'étudie, puis essaye de rendre sa version des mots qu'il a lus. Mais peut-être qu'on doit faire plus d'enseignement à deux. Je me rappelais d'ailleurs de quand j'ai commencé à Montréal, c'était le moment où Puck Kasma, Gisèle et Esther Rochon commençaient à enseigner, parce que c'était quand même un groupe anglophone qui peu à peu a été envahi par les francophones. Et elles faisaient des enseignements à deux. Et ça s'est perdu en fait. Donc moi, je pense que c'est des choses qu'il faut essayer. Il faut essayer de dépasser la lettre et voilà, de trouver les conditions, surtout pour les enseignants qui vont commencer maintenant, les conditions dans lesquelles ils se sentent plus libres, encouragés aussi à développer leur propre compréhension, à pas nécessairement utiliser les mots et exactement les, la logique du manuel. Voilà, je ne peux pas vraiment donner de recette, mais Ah ben, je souhaite que... personne n'en attendait, parce que s'il y avait une recette miracle, on le saurait déjà, je pense. Je pense. Mais bon, je ne sais pas, il y a Céline et Massimo, vous êtes plutôt dans les nouveaux enseignants. C'est aussi, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous avez un micro là. Et allumé. Oui, ben je dirais qu'en commençant à enseigner, c'est pas facile d'oser sortir du moule, hein. Je pense il faut commencer par utiliser le moule et puis peut-être à un moment donné être capable d'en sortir, mais ça prend une certaine expérience, hein. Et tant mieux que le moule existe, parce que sinon ça permet de ne pas partir n'importe où et de dire n'importe quoi. C'est vrai. C'est quand même très important. C'est comme les livres de recettes. C'est ça. On suit la recette au début, puis après on a. Oui. Mais moi, je sens que c'est quand même très important que ça soit clair au début et qu'on soit sûr que personne ne déraille complètement. Non, mais ça, c'est une clause minimale, oui, c'est sûr. C'est sûr, tu as raison. Massimo? Je sais pas, je vois pas. Ben, sur cette réflexion-là, c'est vrai que c'est un équilibre très fin entre oui, avoir ce cadre, mais après aussi d'avoir la capacité de s'adapter puis de faire bouger la forme, parce que c'est sûr, sur le cœur des enseignements, on ne va pas réinventer. Mais c'est vrai que sur comment ça se manifeste, moi je l'ai souvent senti, surtout les dernières années, puis avec la crise, à un moment donné, faire OK, il va falloir accepter qu'on a beau vouloir tenir à ce que ça ne bouge pas. Avec l'histoire aussi, ça bouge. Tu sais, quand le dharma arrive dans une culture, mais par contre, des fois, c'est des échelles plus grandes. Tu sais, ça ne se fait pas en 10 ans ou en 20. Mais ça va bouger, c'est sûr que ça va bouger aussi. Mais c'est ça, c'est toutes des questions de confiance, de voir l'espace qui nous est laissé. Mais c'est vrai, ce qu'on réalise, ben, des fois, nous, on le réalise peut-être un peu moins, la chance, la confiance que Trungpa ou le Sakyong ont eu par rapport à leurs étudiants. Tu
il faut réaliser qu'il n'y a pas beaucoup de traditions où il y a des maîtres qui font confiance à leurs étudiants, même s'ils ne sont pas prêts, puis leur disent allez-y, je vous permets, disons, d'enseigner ou d'explorer, même presque, entre guillemets. Traditionnellement, c'est très rare, ça n'arrive pas. Donc ça a amené une complexité à la fois, puis en même temps une qualité, une richesse de où on est aussi. Ça fait que c'est ça, c'est cette fine ligne-là, on est vraiment là-dedans, mais il n'y a pas une réponse facile. Mais là, je commence à le voir avec le temps, quand on commence à être plus proche aussi de son expérience. On sent que, OK, on ne peut pas être juste des perroquets. Il y a aussi, à un moment donné, des questions d'intégration. Et puis là, doucement, on peut commencer à avoir confiance qu'on peut amener la chose avec un angle un peu, disons, quelque chose de... Mais c'est ça, faut avoir du temps, mais je vois que c'est possible. C'est possible. Merci. Le mot de la fin? Moi, je voudrais dire une chose. Ah, pardon. J'ose. Non, mais au contraire. Non, mais enfin, parce que je ne connais pas tout le vocabulaire, je ne suis pas une enseignante. Bon. Mais récemment, j'ai écouté une des entrevues, Explore ton centre, et c'était avec, je ne sais plus son prénom, mais Lapierre. André Lapierre. Oui, merci. Et on disait que, je pense que c'est Trungpa qui avait dit que la mission finalement de Shambhala, c'est de restaurer l'humanité. Et aujourd'hui, je parlais avec une amie qui n'est pas du tout là-dedans, mais je mange pas. Et ça l'a touché beaucoup parce qu'on trouve, tout le monde, partout, on trouve tous que le monde est fou. Puis penser que Shambhala, par la méditation, par son approche, par son humanité, est là pour aider à refaire que le monde ait de l'allure. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Quelle belle... c'est juste pas le mot de la fin parce qu'on n'y est pas, mais... non, c'est très beau ça. Merci. Oui, merci beaucoup. Et je pense que cette réflexion sur quelle est la mission de Shambhala, je reviens à ça, c'est très très important ce que tu dis. Donc écoutez aussi les personnes nouvelles qui voient ça du premier coup d'œil en fait. Elles ne sont pas empêtrées dans autre chose. Et ça vraiment, plus on va réinitialiser notre raison d'être, plus on va être de service. Bon, ben merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir traversé l'océan à la rame, paraît-il, pour venir nous voir. Je serai à Descenchoing dans 2 semaines, donc on pourra continuer cette conversation de l'autre côté. Mais moi, j'y vais pas à la rame. J'y vais à tire d'aile. Bon, ben merci aussi à vous, à Jim qui est aux manettes, toujours, qui nous a fait un très très beau week-end aussi. Et puis, ouais, enchanté, vraiment. Voilà, donc merci tout le monde. Merci aussi au public nombreux de nous avoir soutenus dans cette aventure. Et puis, tu m'as coupé la parole concernant Jim, qui a la technique de façon ultra efficace, parce qu'il n'y a pas seulement la soirée, après il va falloir qu'il concocte le fichier qui va être mis en ligne. C'est-à-dire, il n'y a pas de montage, c'est du direct. Oui, donc, on ça. enregistre le direct, mais après, on colle. Après, tu coupes? Non, on ne coupe pas. Non, la règle ne donne pas couper. On a déjà eu des problèmes. On a laissé des problèmes parce qu'il faut que ça soit naturel. Mais on met quand même un générique avant et puis un générique de fin. Voilà, merci à tout le monde. Et puis, faites de beaux rêves, de société éveillée et de soleil du Grand Est. Merci. Merci.